Place au cinéma aujourd'hui, on revient sur les Césars et les Oscars qui se sont tenus ce week-end à Paris et à Los Angeles. Et pour en parler, je suis avec Muriel Joudet, critique de cinéma au journal Le Monde. Bonjour. Bonjour. Et Antoine Guillot, producteur de l'émission Plan Large sur France Culture, évidemment. Bonjour. Et bienvenue à tous les deux. Le titre El Mal des Français Camille et Clément Ducol, Oscar de la meilleure chanson pour le film Emilia Pérez. C'était cette nuit à Los Angeles pour la 97e cérémonie des Oscars. Une des deux récompenses remportées par le film de Jacques Audiard qui était nommé dans 13 catégories, dont meilleur film et meilleure réalisation. L'autre statuette est revenue à Zoé Saldana, meilleure actrice dans un second rôle. Antoine Guillot, cela veut dire donc que l'intense lobbying de Netflix qui avait racheté les droits d'Emilia Pérez pour l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni n'a pas rattrapé l'effet des tweets racistes de son actrice Carla Sofia Gascon. Oui, c'est un bel exemple de défaite de Netflix dans sa stratégie d'occupation comme ça des places et dans son rêve d'en voir, parce qu'il a eu Netflix a eu d'autres récompenses, mais jamais celui du meilleur film. Donc c'était le cas rêvé, quoi. C'était l'objet parfait, tout était là. Et puis effectivement, alors c'est moins la polémique mexicaine reprochant à Jacques Audiard une sorte d'appropriation culturelle, une façon un peu néocolonialiste de s'emparer de questions qui font beaucoup souffrir le Mexique. Et c'est sans doute d'ailleurs la polémique la plus intéressante, puisque c'est une polémique sur la liberté d'inspiration, de création, de faire un peu n'importe quoi avec la réalité. Mais enfin bon, c'est le cas de beaucoup d'œuvres en général. Mais effectivement, ce que n'avait pas vu venir Netflix, et c'est là qu'ils sont pas très bons, sans doute. Ils ont beau avoir embauché une ancienne de chez Weinstein, qui était le grand faiseur d'Oscars à Hollywood, avec ses grandes campagnes, tout ça. Et ils n'ont pas repéré, effectivement, que cachés dans les tréfonds d'Internet, il y avait des tweets assez malencontreux de l'actrice Carla Sofia Gascon, que Netflix avait propulsé comme l'actrice principale. D'ailleurs, c'est intéressant que Zoé Saldana ait remporté cet Oscar, je crois, pour un second rôle, alors qu'elle a... On peut même dire que c'est peut-être le premier rôle d'Emilia Pérez, en tout cas le rôle le plus intéressant, le plus complexe. Alors que là, effectivement, quand quelqu'un sort des tweets racistes et surtout beaucoup plus grave, un tweet qui se moque et qui attaque la cérémonie des Césars, des Oscars, des Oscars, pardon, ça y est, on va souvent les confondre. Cette fois, l'année où Parasite remporte l'Oscar du meilleur film, en se demandant si elle regarde les Oscars ou un festival afro-coréen ou une manifestation Black Lives Matter, ça passe pas du tout chez les votants des Oscars. Et surtout, il y a comme un chiasme tout d'un coup qui apparaît entre ce que raconte le film, comme quoi il suffirait de changer de sexe pour passer de démon à sainte. Et là, c'est un peu problématique parce que la sainte, la sainte a quelque chose de démoniaque aussi. Donc on fait... ça m'a rappelé un peu ce qui s'est passé avec les élections américaines, où tout d'un coup Biden ne fait plus l'affaire, donc on l'évacue au dernier moment et on essaye de faire émerger une nouvelle star, mais c'est déjà trop tard. Et donc là, ça marche plus. On peut essayer de supprimer Carla Sofia Gascon des affiches. Tout le monde peut dire ah non, mais c'est à peine si je la connais. D'ailleurs, elle n'était pas très sympa à la cantine. Et ou de la faire pleurer en direct dans une tentative de grand récit américain en disant je me repens, je n'aurais pas dû, mais ce n'est pas moi, etc. Tout ça ne marche plus. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que le cinéma ait résisté cette année. On peut depuis le début, Sean Baker a un discours sur le cinéma en salle, le réalisateur d'Anora, et il avait refusé lui-même l'argent de Netflix et refusé que son film ne sorte pas en salle aux États-Unis, soit uniquement diffusé sur Netflix. Donc, effectivement, là, c'est l'année où les plateformes se heurtent à une sorte de plafond de verre dans le cinéma américain, et en tout cas dans la manière dont il se voit, puisque ça, on pourrait le dire, c'est vrai aussi bien pour les Césars que pour les Oscars. Rappelons toujours que les votants, ce sont des professionnels du cinéma, donc c'est le miroir dans lequel ils ont envie de se voir et l'image qu'ils ont envie de se construire d'eux-mêmes. Est-ce que ça correspond à la réalité ? Ça, on peut l'interroger. Oui, ajouter.
Oui, d'ailleurs, c'est assez marrant de voir, c'est un peu comme les élections présidentielles, c'est-à-dire qu'une élection s'oppose à la précédente. Et l'année dernière, par exemple, c'est Oppenheimer qui avait tout raflé. Et là, on est vraiment à des kilomètres avec Anora. Donc, c'est le retour du cinéma indépendant. Alors on Et rappelle, pardon, que Anora a remporté 5 statuettes, dont meilleure fille, meilleur réalisateur, meilleure actrice pour Mickey Madison. oui, Et c'est surtout, ça. Sean Baker est l'homme le plus primé de toute l'histoire des Ah Oscars. ouais. Personne n'avait jamais reçu 4 Oscars en son nom propre. Ah, ça, je savais Sauf même pas. Ouais. Disney, mais comme producteur de films différents. Il Ouais. a 4 Oscars pour le même film, pour la même personne. C'est une première dans l'histoire des Oscars. Ah, ça, je ne savais pas du tout. Et c'est très mystérieux. Il faut aussi dire que je crois qu'il y a 10 000 votants pour les Oscars. Il y en a 5 000 pour les Césars. Et je trouve qu'il y avait aussi une sorte d'américanisation des Césars au sens où le système des Oscars a toujours l'habitude de faire cohabiter gros blockbusters avec petits films indépendants. Il y a vraiment un écart de budget entre les films qui est très très important. Donc ça va être Barbie, Oppenheimer et puis des films beaucoup plus petits. Cette année, c'était Wicked qui était la grosse machine, le gros film broadwaysien à, je crois, 200 millions de dollars, avec Anora qui doit coûter, je sais pas, 6 millions. 6, merci C'est fou, Antoine. hein, c'est vraiment The Brutalist ridicule. qui a 10 millions. Donc voilà, on se perd un peu. Et en même temps, je pense que cette variété qui se retrouve à la fois au César et aux Oscars est toujours synonyme de bonne santé d'un point de vue industriel. Hein. Après, il faut voir si les films sont bons ou pas. Mais là, on avait vraiment de l'hyper-auteurisme avec The Brutalist, du cinéma indépendant comme on n'en avait pas vu depuis très longtemps avec Baker, et puis Dune. Et là, pour le coup, cette année, c'est vraiment les blockbusters qui ont été sanctionnés et qui, peut-être parce que l'année dernière, on a parlé que de ça, de Barbie et d'Oppenheimer. Et je fais un parallèle avec les Césars où il me semble que c'est assez inédit, puisque qu'on voit arriver comme ça des blockbusters français au sein des Césars avec Le Comte de Monte-Cristo et L'amour ouf en face de films à 3 millions. On avait donc des films à 40 millions. Et le Audiard, il est pile au milieu, c'est-à-dire il est à 20 millions. Et c'est un peu l'image qu'on se fait en France de ce cinéma du milieu, qui est aussi exportable. Je pense que Audiard, s'il est si précieux aujourd'hui, moi c'est pas un cinéaste que j'aime, mais s'il est si précieux industriellement, c'est parce qu'il représente il est peut-être l'un des rares, peut-être le seul avec, je pense, Justine Triet maintenant, à s'exporter, à être connu outre-Atlantique. Et ça, c'est quelque chose que c'est toujours la grande malédiction des cinéastes français, c'est que personne ne les connaît une fois qu'ils sortent de France. Et Audiard, ça représente un cinéaste français, mais qui n'est pas vraiment français, puisqu'il peut faire des films mexicains, il peut faire, il peut faire Dipan, je pense que c'est un cinéaste qui passe son temps à essayer de ne pas être un cinéaste français et qui échappe donc à toutes les coordonnées du cinéma français, que ce soit le naturalisme, que ce soit... Voilà, c'est des univers très forts, très puissants visuellement. Et moi, c'est un peu ce que je lui reprocherais, hein, c'est d'essayer un peu trop je trouve qu'il y a quelque chose d'assez artificiel dans sa manière d'à chaque fois de camper des univers très différents. Et du coup, je ne sais pas trop où est sa personnalité et où est l'âme de Jacques Audiard, mais il faut se rendre compte que ça fonctionne puisque que ce soit à Cannes comme aux Oscars, enfin non pas aux Oscars cette année, mais en tout cas il est nommé. Oui. Golden Globes, voilà, il est nommé, il existe dans toutes les cérémonies, et c'est un peu, voilà, il y a un côté poule aux œufs d'or qu'on s'explique pas trop parce que il a un peu inventé sa propre catégorie. Il n'y a pas de Audiard, c'est peut-être ce qu'on pourrait, Une catégorie Audiard. Ouais. Pour revenir sur la victoire flagrante là d'Anora aux Oscars, qu'est-ce que ça envoie à votre avis, Antoine Guillaume, comme signal, ce cinéaste indépendant des marges quand même, qui a toujours filmé ça, Sean Baker? Oui, et farouchement indépendant, hein, Oui. comme je le disais, ça renvoie, je dirais presque un signal d'espoir, enfin, de se dire qu'il y a une possibilité de régénérescence dans un Hollywood qui est complètement sclérosé, où les majors ne produisent que des produits, en l'occurrence, à destination des gamins, et tout d'un coup, on a un cinéma adulte, un cinéma qui n'est pas prévisible dans ses formules. C'est-à-dire que c'est une des beautés de ce film, c'est qu'il bifurque sans arrêt. Quand on croit qu'on sait où on va, ça va prendre une direction. Ça n'a aucune efficacité dramaturgique. Le grand plaisir de Sean Baker, c'est d'étirer les situations parfois jusqu'à l'absurde. Et le rire vient beaucoup de là, parce qu'il y a une accumulation de péripéties invraisemblables, mais qui se détendent dans ce cinéma qui est fait de blocs qui arrivent les uns après les autres et bifurquent sans cesse. Donc, c'est la possibilité, effectivement, d'une réinvention du cinéma. Réinvention, oui et non, puisqu'en fait, ce que fait Sean Baker, et c'est pour ça qu'on l'aime aussi, c'est qu'il retrouve le geste des cinéastes du Nouvel Hollywood des années
Mais même pas du nouvel Hollywood, vraiment du cinéma indépendant des années 70, très influencé par la nouvelle vague. Il y a un côté, on tourne à New York, une façon de montrer New York, encore une fois, de manière inattendue. Ça sera d'ailleurs le cas aussi pour le Paris de Boris Lochkin, c'est-à-dire de proposer d'autres regards sur des lieux extrêmement balisés. Et d'avoir comme ça une vivacité qui ne fait pas gros bras. Moi, je suis ravi que c'est ce film-là qui l'ait remporté par rapport à The Brutalist, qui était un peu sur le même créneau, son grand concurrent, sauf que The Brutalist pose à la grande œuvre sans arrêt, nous demande de nous incliner devant le monument, on en avait parlé ici. Il y a une modestie en même temps, mais extrêmement joyeuse et très touchante dans cette Anora, qui est une sorte de relecture cachée du pickpocket de Bresson, si on voulait chercher loin, c'est-à-dire les chemins détournés qu'on doit emprunter pour retrouver enfin l'amour, comment être une vraie personne derrière le personnage qu'on se crée. Enfin, c'est un film assez complexe, mais surtout extrêmement réjouissant. Et je suis ravi que les électeurs des Oscars aient été sensibles à ça, puisque généralement, c'est souvent le sujet qui prime chez eux. Et ici, c'est vraiment le cinéma, pour le coup, qui a gagné. Donc ça donne pas mal d'espoir sur une renaissance possible du cinéma à Hollywood. Oui, c'est vrai que c'est un. Après, moi, là où je suis pas forcément optimiste, c'est que pour moi, les Oscars. Voilà, demain on les aura oubliés, puis l'année prochaine on va avoir presque le backlash avec un gros film. Enfin, j'ai toujours l'impression voilà que une saison en remplace une autre et que je sais pas dans quelle mesure ça dit quelque chose. Enfin, c'est vraiment un instantané, mais qui concerne voilà une très petite période. Mais en tout cas, je pense que là où ce qui est réjouissant, c'est de voir qu'un cinéma indépendant puisse exister, même si j'ai l'impression que Baker est un peu seul sur ce créneau-là. Mais c'est vrai que ce qui est assez étonnant par rapport à Hollywood, par rapport à ce qu'est l'industrie, c'est que Anora parle de deux choses qui ont complètement disparu du cinéma américain, qui est la classe sociale et la sexualité. Et à ce titre-là, c'est vrai que le sexe a complètement disparu, c'est-à-dire qu'on est dans une ère du numérique, voilà, qui fait que il y a plus de chair, il y a plus de sexe, que voilà, Marvel a un peu désincarné tout ça. Il y a plus la mort, il y a plus le sexe, et puis surtout la classe sociale, c'est un peu le grand sujet interdit du cinéma hollywoodien. Et là, d'un seul coup, tout fait retour dans Anora. Et c'est ça qui est assez étonnant. C'est que moi, je trouve qu'il y a presque trop de sexe pour le puritanisme hollywoodien. C'est-à-dire que j'imagine qu'ils ont été choqués ou que pour eux, c'est comme c'est que on peut aussi voir que du male gaze dans ce film-là, que du regard masculin. Donc c'est assez étonnant. Et c'est là où je sais pas comment votent ces gens-là, en fait. Parce que c'est assez d'une année à l'autre. Il y a 3 ans ou 4 ans, c'était Everything Everywhere All at Once, qui est un peu l'anti-Anora, qui était vraiment ce grand film à la sauce woke, mais woke au sens marketing du terme. Et donc, je comprends pas trop. Pour moi, j'ai du mal à avoir une cohérence dans les votes et ce que disent les votes. Est-ce qu'on vote pour des personnes? Est-ce qu'on vote voilà, parce que Sean Baker est sympa? Moi, c'est là où j'ai du mal à remonter à une sorte d'intention du vote. Mais en tout cas, cette année, je suis d'accord avec les votants. Alors, c'est une cérémonie des Oscars qui s'est tenue un peu plus d'un mois après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Généralement, alors peut-être un peu moins aux Oscars qu'aux Césars, mais ce sont aussi des tribunes, ces cérémonies. Et elle a été assez peu, voire pas politisée. C'est Zoé Saldana, l'actrice d'origine dominicaine d'Emilia Pérez, qui a tenu le discours, me semble-t-il, un des plus engagés et vibrants. On l'écoute. Ma grand-mère est arrivée dans ce pays en 1961. Je suis fière d'être l'enfant de parents immigrés qui ont des rêves de la dignité et qui étaient travailleurs. Je suis la première américaine d'origine dominicaine à recevoir un Oscar et je ne serai pas la dernière, je l'espère. Le fait d'être récompensée pour un rôle où je joue et chante en espagnol, ma grand-mère, si elle était là, serait tellement fière. C'est pour elle. Argentina cesse. Merci beaucoup. Zoé Saldana, cette nuit, c'est un discours d'autant plus fort que Donald Trump vient quand même de décréter, le décret est passé ce week-end, l'anglais, unique langue officielle des États-Unis, exit donc l'espagnol. Cette absence de référence à Donald Trump, ça vous a surpris, Antoine Guillot ? Non, je pense que le milieu du cinéma est aussi tétanisé que toute l'Amérique non trumpiste, d'une part.
Et puis, la nouveauté par rapport à l'élection précédente, quand en 2017, je crois, les Oscars a été très, très, très anti-Trump, c'est que cette année, Trump a gagné le vote populaire. Donc, ce sont autant de spectateurs. Oui. Donc, on va pas, c'est toujours quand même l'argent qui compte à Hollywood, et on va pas mordre la main qui vous nourrit, en l'occurrence le spectateur qui achète son billet de cinéma. Donc, après, des choses vont se réinventer. On peut se dire aussi que Anora, c'est un film pas très trumpiste, et qui vous montre que les Trump les brutes pro-russes sont un peu des bras cassés, et qu'on peut leur taper dessus aussi. Il faut voir aussi que le prix du meilleur film documentaire a quand même été remis à Northernland, qui est un film qui raconte ce qui se passe en ce moment même et qui s'aggrave en Cisjordanie, comment on détruit des villages palestiniens sous prétexte sécuritaire, et que le discours de Baz el-Adra, le co-réalisateur palestinien du film, et du co-réalisateur israélien Yuval Abraham, a été tout à fait politique. Mais est-ce que ce sont des choses qu'on peut entendre actuellement en Amérique? Sans doute pas. Donc il y a une prudence hollywoodienne, non pas qu'ils craignent, encore une fois, des rétorsions de la présidence, parce que les présidences n'ont jamais eu beaucoup de pouvoir sur Hollywood, mais on est prudent, très manifestement. Un dernier mot là-dessus ou... Oui, non, je pense que... Alors déjà, je me disais, il y a aussi peut-être plus de gens dans la salle des Oscars qui ont voté Trump. Enfin, il y a aussi cette... je pense qu'il y a peut-être... Hein. Mais non, je pense qu'aussi, c'est aussi le cas de César, c'est un milieu qui se sait aussi très détesté, parce que c'est un entre-soi, parce que voilà, c'est une élite culturelle, parce qu'ils ont l'argent et tout ça, et donc qui fait aussi attention à pas... Il y a aussi une obscénité qui consiste à dire fuck Trump, alors que voilà, au milieu des dorures. Et je pense qu'ils font attention à ça. Et donc, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut à la fois dire quelque chose, mais en même temps, est-ce que ça sert encore de dire quelque chose quand justement Trump a eu le vote populaire? Donc, le discours de Zoé Saldana, alors il me semble que chaque année, il y a, et c'est un acteur rappelle que voilà, les États-Unis est une terre d'immigration et c'est très bien. Et moi, ça m'émeut toujours autant, mais il me semble que c'est vraiment chaque année qu'il y a ça. Mais je pense qu'il y a cette prudence à ne pas redevenir cette élite qui se gargarise et qui s'enfle comme ça de discours politiques un peu à côté. Ça reste une bulle. Et qui a perdu. Voilà, et qui a perdu par ailleurs, ouais. Je déclare ouverte la 50e cérémonie des Césars et je la dédie à l'Ukraine. C'est incroyable pour moi d'être ici ce soir. Je pensais pas que depuis ma campagne, il y a 1 an et demi, je serais là ce soir et que j'aurai cette récompense. C'est pas normal ce qui se passe. Il y a des gens dans ma tête qui font la fête. Et surtout, je reviens sur vous, messieurs Larieux. Je voulais vous remercier d'avoir fait cet éloge de la gentillesse. En tout cas, ce César m'incite à continuer dans la voie que j'essaie de tracer, c'est essayer de rendre visibles les invisibles. Dans un pays où on tend plus facilement le micro à des milliardaires qui se plaignent plutôt qu'aux 10 millions de pauvres. Le César de la meilleure réalisation est attribué à Jacques Audiard. Le César de la meilleure adaptation est attribué à Jacques Audiard. Et le meilleur film ce soir, Emilia Pérez. Vendredi avait lieu la 50e cérémonie des Césars à l'Olympia à Paris. Et là, on l'a entendu, Jacques Audiard a fait carton plein, 7 récompenses, dont le meilleur film, la meilleure réalisation, meilleure adaptation, meilleure musique. Mais, et on va y aller tout de suite, la surprise, c'est la reconnaissance de l'histoire de Souleymane, le film de Boris Lochkine. Il a reçu 4 trophées, dont celui évidemment de la révélation masculine pour Abou Sangaré, un comédien guinéen novice qui était sous OQTF, il faut le rappeler, pendant le tournage. Ça vous a surpris les uns et les autres, Muriel Lejoudé? Non, je m'y attendais. En plus, c'est vraiment l'histoire de Souleymane, c'est le film parfait. Je crois qu'il a coûté 1,3 million. C'est un film extrêmement rentable puisqu'il a fait 600 000 entrées. 600 000 entrées, oui, il a rencontré son public. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle vraiment le cinéma du milieu, c'est-à-dire un cinéma. Alors, je vais te donner la définition
définition qu'en donnait Pascal Ferrand, film populaire à prétention artistique et dont le budget est moyen. Et là, on pourrait dire le budget est faible. Donc tout est aligné pour que, et c'était assez évident vu la puissance du sujet. J'irais même jusqu'à dire, j'aime bien le film, mais il m'intéresse pas beaucoup, mais que le film est presque pensé pour rafler des prix, qu'il y a quelque chose d'assez irrésistible. Hein. On ne peut pas résister à l'histoire de Souleymane. Et donc, moi, il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans. Je trouve que c'était assez attendu. Et précisément, je pense que le grand perdant de cette cérémonie, mais c'est normal, c'est Miséricorde. Précisément parce qu'il n'y a pas de sujet, en fait. C'est un film sans sujet. Et c'est vrai que les Césars ont plutôt tendance, alors, soit à récompenser du grand cinéma un peu sous stéroïdes comme Audiard, soit vraiment les sujets. Et Miséricorde est un peu nulle part. Et je pense que Guiraudy n'a jamais eu de César, dans mon souvenir, si je ne me trompe pas. Et moi, c'est ça que je regrette, c'est que je pense que c'était le plus beau film de l'année. Enfin, pour moi, c'était même le seul bon film français de l'année dernière, le seul grand film français de l'année dernière, et ça passe un peu entre les gouttes, peut-être par une forme de, je sais pas, de mépris, peut-être que s'il n'y a pas un gros sujet comme ça, les gens n'arrivent pas, en tout cas les votants ne voient pas les films. Alors il faut rappeler que c'est quand même 5000 votants, dont 30% de techniciens, 15% d'acteurs, 15% de réalisateurs. Donc à la fois ça rend compte un peu de rien, parce que c'est pas toute l'industrie, mais moi c'est un peu mon seul regret. Et en même temps, je pense que Antoine sera d'accord avec moi, quand on regarde ces cérémonies, on s'attend toujours à ce que les films qu'on aime ne soient pas récompensés. C'est un peu le contraire serait étonnant. Antoine Guillot, en même temps, on parlait de blockbuster, L'Amour ouf, presque rien à part Alain Chabat. On peut pas tout savoir. Non, on peut pas faire 10 millions d'entrées ou 5 millions d'entrées et avoir les Césars. C'est une règle, des Césars, à un moment, Et le Comte de Monte Cristo, pareil, voilà. Oui, mais parce que il faut quand même rappeler que c'est le milieu du cinéma qui vote, et si ça vous est arrivé de discuter un peu cinéma avec des gens qui travaillent dans le cinéma, le milieu du cinéma n'est pas très cinéphile. Ce ne sont pas le discours que je partage de Muriel Joudet sur l'excellence d'Alain Guiraudy, et on aurait pu dire aussi, parce que moi j'aime beaucoup le film des frères Larieux, je suis ravi que Karim Leclou, pour la seule nomination de ce film, l'ait remporté. C'est un milieu qui n'est pas très sensible à un pur geste de cinéma comme peut l'être celui de Guiraudy. Alors effectivement, les grosses machines ont toujours beaucoup de nominations parce qu'ils font travailler beaucoup de monde et que généralement les gens votent pour soit le film où ils ont bossé, soit celui où les copains ont bossé. On leur donne régulièrement, quand ce sont des fictions en costume, le prix des meilleurs costumes, des meilleurs maquillages, des meilleurs décors, etc. Parce que, on se dit, oui, on va au moins leur donner ça. Et après, il récompense des films qui font partie de ce que le cinéma français produit très bien, c'est-à-dire ces fictions naturalistes avec un vrai regard de cinéaste, avec des vraies découvertes de nouveaux personnages, de nouveaux corps notamment, et qui sortent, et on peut même le dire pour Leclou d'ailleurs, et pour Afsia Herzi, c'est-à-dire qu'ils sortent un peu du moyen de ce que peut être un acteur ou une actrice français ou française, mais qui sont des films qui ont fait des succès en salle. C'est-à-dire que le film de Boris Lochkin est un succès inattendu en salle. Le film de Louise Courvoisier, 20 Dieux, est aussi un succès. Donc, tout simplement, ils sont allés le voir en salle. Ils se sont dit, ah ouais, c'est chouette. Et puis, on a plutôt envie de défendre ça. Voilà. Donc, on est forcément... ça fait longtemps qu'on a appris à ne plus être déçus par les Césars. Et parfois, on a une bonne surprise. Parfois, quelque chose d'intéressant en sort. Moi, je suis plutôt ravi pour Boris Lochkin, parce que je trouve que c'est un vrai geste de cinéma, une vraie façon de suivre un personnage complexe, là encore, qui sort des clichés qu'on peut avoir. Je trouve que ça raconte presque l'histoire d'Anora aussi, parce que c'est l'histoire des sous-prolétaires contemporains, c'est l'histoire de quelqu'un qui doit jouer un rôle en permanence, alors en l'occurrence, le rôle que doit jouer Souleymane, et l'histoire qu'il se répète sans cesse, est celle qui doit lui sauver la vie, tout simplement, qui est d'obtenir des papiers. Et je trouve que cette fin qui, moi, m'a beaucoup fait penser au cinéma de Wiseman, au welfare de Wiseman, où on voit des gens
qui essayent de faire de leur mieux, qui sont les gens de l'administration, face à des gens qui jouent leur peau en mentant. L'autre en face sait très bien qu'il ment, mais il y a cette espèce de jeu de dupes qui se joue. Je trouve que ce sont des vrais beaux moments de cinéma. Donc voilà, j'aurais même été ravi qu'il monte plus haut, encore une fois, parce que c'est pas du cinéma gros bras. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui vous dit regardez le cinéma que je fais, qui font simplement du cinéma dans la rue, en suivant quelqu'un et en le faisant très bien. Vous voulez ajouter ? Non, c'est vrai que c'est vrai que c'était très. Enfin, c'est là où on ne sait pas où c'est les Césars parce que je rebondis sur ce que disait Antoine sur le fait que c'est pas les stars qui ont été récompensées, c'est-à-dire qu'on a un star system très puissant en ce moment et je pense vraiment et c'est là que c'est un peu bizarre parce que les Césars ne représentent rien parce que quand on voit la popularité d'un Pierre Niney, d'un François Civil, il m'arrive d'aller sur YouTube regarder les bêtises qu'ils font dans des émissions de youtubeurs où c'est 35 millions de vues par vidéo. Donc et c'est 10 millions au cinéma quand ils font des films. Enfin, donc il y a presque, voilà, on ne sait pas vraiment où on est parce que à la fois cette cérémonie ne nous intéresse pas parce que voilà, ça va pas récompenser Miséricorde. Donc ça va pas plaire aux cinéphiles. Ça va pas plaire non plus à un public populaire qui adore Pierre Niney, qui est vraiment la grande star. Donc c'est un peu nulle part. Je trouve que c'est une cérémonie qui est un peu nulle part. En soi, c'est pas représentatif au milieu de la santé du cinéma français. C'est plutôt dans les nominations, dans cette grande diversité des films nommés, c'est-à-dire où on va de Audiard. Industriellement, il y a une grande santé entre Audiard, Souleymane, Le Comte de Monte-Cristo, L'amour ouf, Miséricorde. On peut dire que c'est quand même une très bonne année, même si on n'aime pas les films. Mais c'est une cérémonie c'est 5000 personnes qui votent et ça donne et personne n'est content, ni les cinéphiles, ni les fans de Pierre Niney. Et surtout même les gens qui reçoivent des prix. Ça a été marquant. Ça. Hormis des gens comme Karim Leclou, After qui était très très content. Toute l'équipe d'Audiard, on sentait que c'était bon. Ok, vous êtes sympa de nous soutenir avant qu'on aille aux Oscars, mais maintenant on va faire ce qui est vraiment important, c'est partir aux Oscars. Oui, ouais, j'ai trouvé que c'était une cérémonie particulièrement éteinte, presque funéraire, comme si il faut bien en passer par là, mais qui a encore envie non seulement de regarder ça, mais d'y aller. Et même Catherine Deneuve, on a eu l'impression qu'elle est juste venue pour toucher son cachet, mais vraiment, ça ne la réjouissait pas d'être là. Vous comparez avec le professionnalisme d'une Julia Roberts, qui devait s'ennuyer tout autant, mais elle avait été payée pour venir, et donc elle souriait. Ben voilà, il y a une petite différence entre le cinéma français et le cinéma américain. Petite mention quand même à Franck Dubosc, qui a fait le discours le plus marrant. Et c'est vrai que c'était une cérémonie très glauque, pas marrante, trop longue. On dirait un repas de famille où tout le monde se déteste, mais voilà, on regardera chaque année parce que c'est toujours marrant de regarder. Et on peut continuer, on peut retrouver d'ailleurs des extraits et écouter, j'aurais voulu le passer, mais le discours quand même de Gilles Perret, réalisateur de La Ferme des Bertrands, qui lui a été assez dur et clair et précis sur la situation politique et la position du cinéma français. Merci. Il faut rappeler que c'est le co-réalisateur des films de François Ruffin. Par ailleurs. Merci Antoine Guillaume, Muriel Joudet d'être venu commenter avec nous ces deux cérémonies. On se retrouve bientôt de toute façon pour un plateau critique. Et puis sachez que ces films, nous, on en a déjà parlé dans les Midis de Culture, dans les critiques justement. Vous pouvez retrouver les podcasts sur la page des Midis.